La première chose à pas faire, c'est de dupliquer son contenu e-commerce vers Amazon. Aujourd'hui, globalement, un client qui arrive sur une page produit d'un site e-commerce, souvent, il connaît le produit. Il l'a vu sur Instagram, il l'a vu sur TikTok, il s'est renseigné, peut-être les pages un peu de fonctionnalité du produit, mais en gros, s'il est sur la page produit, c'est que quelque part, il est peut-être presque prêt à acheter. Sur Amazon, on va avoir plutôt tendance à avoir des clients potentiels qui ne connaissent pas le produit. Et donc, en fait, il faut les convertir avec les 6 vignettes qui sont juste à gauche et en plus sur mobile. Donc, souvent, sur mobile, on voit pas trop le titre, on n'a que les vignettes. Donc, ça demande en fait de rajouter peut-être de l'information, des infographies, des choses sur les vignettes qu'on ferait pas forcément sur son e-com parce qu'en fait on a fait l'éducation en amont. Salut Thomas et bienvenue sur le podcast. Très content de t'introduire. Donc il y avait déjà eu ton frère qui est passé en fin d'année dernière, qui est spécialisé dans l'email marketing pour les e-commerçants. Et puis c'est vrai qu'on a fait connaissance cette année par son intermédiaire où tu m'expliquais que toi tu étais plutôt spécialisé dans les pubs sur Amazon. Donc bienvenue, c'est la première fois que je reçois deux frères sur le podcast. Donc ça fait trop plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience afin qu'on puisse te connaître un peu plus? Ouais, bien sûr. Mais merci aussi de m'accueillir sur ce petit podcast. C'est avec plaisir que je vais essayer de partager quelques infos. Écoute, moi c'est donc Thomas Sagnier. J'accompagne des marques sur Amazon depuis 6-7 ans maintenant. C'est-à-dire que j'accompagne les marques à se lancer sur Amazon et puis aussi à grossir sur Amazon et aussi à naviguer l'écosystème Amazon. J'ai commencé en tant que freelance au début. Je faisais à peu près toutes les tâches nécessaires et après j'ai développé une petite agence avec une petite équipe autour de moi et il y a 2 ans je me suis associé avec des personnes pour construire une agence un petit peu plus grosse avec des ambitions un peu plus fortes qui s'appelle WOW et qui accompagne à peu près dans le même écosystème des marques à se lancer et à grossir sur Amazon. D'accord. Et donc vous, en fait... Ouais, dis-moi. Non, Non, évidemment, Amazon Ads, même si l'écosystème, il n'y a pas que Amazon Ads, il y a pas mal d'éléments. Amazon Ads fait évidemment partie très intégrante et de plus en plus importante dans ce qu'on fait pour les marques. Ouais, c'était ma question, c'est est-ce que vous faites juste Amazon Ads ou est-ce que littéralement vous faites aussi les stratégies organiques pour avoir simplement plus de vues sur les pages produits et être de manière générale plus visible sur la plateforme? Parce que l'organique, il est quand même assez puissant sur Amazon. Bien sûr, oui, évidemment, on accompagne les marques sur leur stratégie organique, sur les ads, mais aussi pas que. C'est-à-dire qu'Amazon, il y a tout un écosystème. Et avant même d'arriver à travailler son organique et avant même de travailler les ads, en fait, il y a pas mal d'étapes à remplir, notamment sur la stratégie qu'on veut donner à Amazon, comment s'inscrire, comment créer des fiches produits, quel système, quel modèle logistique on veut utiliser. Donc, il y a pas mal de choses à appréhender. Et une fois qu'on va dire toutes ces cases sont cochées, on peut effectivement se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour grossir de manière organique et aussi grâce aux ads. Et en fait, on le verra, on pourra en discuter. Mais voilà, les ads, évidemment, même si maintenant c'est un élément hyper important, c'est aussi un outil en fait pour être disons plus visible de manière organique au fur et à mesure. Ok, intéressant. Donc ça aide en gros le fait de faire des ads aide aussi ta présence organique sur Tout Amazon. à fait. Ouais, tout à fait, parce Ok. que on le verra, mais il y a un système, disons, de cercle vertueux, et en fait, les ads un peu peuvent agir un peu comme un Kickstarter pour ces ventes organiques, où en fait, on voit peut-être de moins en moins, mais il y a sur certaines stratégies, on va utiliser les ads au début pour après peut-être se désengager et bénéficier de son positionnement organique pour en fait avoir des ventes beaucoup plus profitables. Ah, c'est marrant parce que vraiment, sur Meta, je pense que personne va me contredire. En tout cas, sur Facebook, Instagram, quand tu commences à faire de l'ads, ça bénéficie pas tant que ça à ton organique, voire même pas du tout en vérité, parce que si tu arrêtes de dépenser du budget en ads, tout retombe. Et j'ai même envie de dire que plus tu as une communauté qui est grande sur ces réseaux, j'ai l'impression que moins tu as de visibilité. Alors bien sûr, il y en a qui arrivent à créer des communautés fortes qui sont engagées, mais moi, j'ai constaté pour mes propres réseaux que j'ai beau augmenter le nombre de followers, j'ai pas ma portée organique qui augmente. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Après, Amazon reste un moteur de recherche. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut commencer, c'est qu'en soi, ça reste un des plus gros moteurs de recherche au monde. Et en tout cas, en e-commerce, c'est clairement le plus grand. Ouais, tout à fait. On va dire qu'aujourd'hui, ça dépend des catégories, mais on a plus de la moitié des internautes qui vont chercher des produits, qui vont chercher des produits sur Amazon. Ça ne veut pas forcément dire Ok, qu'ils vont les acheter sur Amazon, ouais. mais Amazon représente, on va dire, presque plus de la moitié d'Internet sur la recherche produit. Ok. On va dire que ce soit à la fois au début d'une recherche ou un peu plus tard dans le parcours client. Mais voilà, c'est une manière, on va dire, de faire son benchmark parce qu'on va dire globalement sur Amazon, on sait que on va trouver des produits au bon prix et ça permet voilà de comparer aussi avec le site des marques en direct.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est souvent une des craintes que certaines marques peuvent avoir. C'est si je vais sur Amazon, peut-être que j'aurai moins de ventes en direct sur mon site. Donc, je pense qu'il y en a qui sont quand même réticentes à le faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Peut-être, moi, j'avais une question vraiment pour commencer. C'est pourquoi tu as des entreprises qui vont justement aller sur la marketplace Amazon pour Mhm. y vendre leurs produits. C'est quoi les avantages qu'elles en retirent en plus de Alors, la visibilité? ouais, bien sûr. Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, je dirais que bon, il y a plusieurs cas de figure, mais d'abord, il y a assez souvent, en fait, la marque est déjà cherchée sur Amazon. La marque n'y est pas. Mais nous, on a des outils, hein, comme avec Google, où on peut aller voir les niveaux de recherche de certaines marques, enfin de toutes les marques sur Amazon, à la semaine ou au mois. Donc déjà, le fait d'avoir sa marque déjà cherchée sur Amazon, c'est quand même une bonne manière une bonne raison pour y aller. Après, on a, ça c'est un cas aussi très courant, c'est qu'on a plein de marques qui, elles, ne sont pas sur Amazon, mais en fait, leurs produits, ils sont déjà via des revendeurs, via des distributeurs. Et en fait, souvent, leurs produits sont, et la marque, de manière assez dégradée, à la fois soit visuellement, soit avec des prix trop hauts ou trop bas. Donc, Hmm. c'est une manière, en fait, une raison, une manière, disons, de reprendre le contrôle, évidemment, sur la partie, disons, créative, reprendre le contrôle de ses assets créa et reprendre aussi le contrôle de ses prix. Alors, il y a quelques subtilités, c'est pas toujours possible, mais au moins déjà, une marque, si elle est enregistrée légalement, elle peut reprendre 100% la totalité du contrôle visuel que Ah oui. peut-être le vendeur n'avait pas fait correctement à la base. Donc, Mais, c'est une bonne raison. Ouais. mais ça n'empêche pas qu'il peut toujours y avoir des revendeurs en plus de la marque. Tout à fait. Il peut y Et avoir des donc, revendeurs qui peuvent travailler uniquement sur le prix. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une marque qui arrive après des revendeurs, elle pourra reprendre le contrôle des fiches produits, donc elle pourra les mettre son contenu correctement, les bons titres, les bonnes photos. Et ouais. après, par contre, les revendeurs, on va dire, eux seront obligés d'utiliser cette fiche produit-là. Par contre, ils pourront y placer leurs offres. Et donc là, il y a le jeu de buy box, hein, c'est la petite encart ajout au panier qui pourra en fait basculer d'un revendeur ou pour la marque directement. Mais voilà, il y a par un jeu d'algorithmique, disons que la marque, en suivant certaines règles et des modèles intéressants, disons plus utiles, peut avoir plus de chances de récupérer la buy box et les ventes que peut-être un revendeur. Mais ça peut prendre un peu de temps quand même. D'accord. Donc, il y a vraiment ce premier aspect, peut-être Euh, protéger la marque du fait que d'autres revendeurs peuvent afficher les produits de la marque sans forcément respecter l'image ou ce qu'on veut renvoyer Tout à fait. de la marque. Ok. Et après, je dirais il y a en troisième point, il y a enfin une autre raison, hein, il y a simplement d'élargir le potentiel transactionnel. Hein. C'est ce qu'on disait. Hein, il y a plus de la moitié des internautes passent par Amazon à un moment donné ou un autre pour chercher des produits. Et aussi pour répondre à ce que tu disais, c'est que on a très souvent cette question-là est-ce que Amazon va aller me piquer des ventes sur mon site e-commerce? En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt l'inverse. En fait, Amazon va rajouter du trafic, va envoyer du trafic parce que en gros, comme il y a la majorité des clients qui se baladent sur Amazon font des recherches, plutôt des recherches de produits fonctionnels ou par leur valeur, disons, leur utilité. Ce qui fait que ils vont découvrir des marques et après ils vont aller sur le site de la marque pour peut-être en savoir plus ou par curiosité. Donc ça a tendance à apporter du trafic. Et effectivement, il est vrai que certains peut-être clients historiques d'une marque qui sont Prime, qui ont l'abonnement Prime, pourront peut-être après rebasculer sur Amazon. Mais s'ils sont Prime, ça veut dire que quelque part ils vont déjà sur Amazon et donc en fait ils sont beaucoup plus à risque d'aller vers la concurrence à un moment donné ou un autre. Donc en fait globalement c'est plutôt intéressant et plutôt positif de se diversifier sur Amazon, malgré voilà, les enjeux que ça peut avoir. Moi, j'ai Et deux marques qui sont sur Amazon. J'en ai une où c'est 10% de leur CA et une autre, c'est 90. Donc, c'est un peu... il y en a, c'est vraiment incroyable. Même les ads, elles redirigent vers le site, mais après, sur le site, il y a des liens Amazon, si je dis pas de bêtises. Donc, il y en a qui, enfin, voilà, ça, c'est un peu une approche un peu plus, voilà, on y va un peu plus. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est quand même intéressant d'y être. ouais, tout à fait. Non, non, tout à fait. C'est assez classique. Hein. Ça dépend vraiment des produits, de la catégorie, de sa stratégie de base, de sa marge, de la façon dont on travaille la marketplace. Donc voilà. Par exemple aussi, une autre raison d'y aller, c'est si on a des produits qui sont plutôt des produits qui font l'objet d'achats d'impulsion ou des produits très saisonniers. Être sur Amazon, c'est intéressant grâce justement à l'offre Prime. Ça permet voilà d'être hyper efficace en logistique et donc pour ses clients de pouvoir acheter en 3 clics, être livré hyper rapidement, chose qui est moins facile à faire soi-même. Et puis voilà, puis après de manière plus générale, hein, c'est de se faire découvrir par des nouveaux clients euh, euh, ou des nouveaux visiteurs Amazon et faire découvrir sa marque.
Mais après, en soi, sur Amazon, tu peux mettre des prix plus élevés que sur ton site. Si tu as vraiment envie que les gens achètent en direct, tu mets des prix plus élevés. Alors oui, c'est possible. Alors la seule chose, c'est que bon, moi personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans un univers omnicanal où c'est plutôt quand même dans l'intérêt des marques et des clients d'avoir, on va dire, une politique de prix Le même uniforme. prix, ouais. Voilà, on voit, j'observe dans certains cas, notamment là encore hier, j'ai acheté une marque de compléments alimentaires qui a 2-3 € de différence supérieure à leur site Oh, internet. Et ouais. franchement, je l'ai quand même pris sur Amazon parce que effectivement, je suis Prime. En gros, je sais que je le reçois en 24 heures. J'ai pas de souci. Au final, les 2-3 € de différence, ça me dérange pas. Et limite, c'est le service Prime, quoi. Donc Ouais, c'est voilà. ça que je disais. Mm. Vas-y. Non, je disais, c'est ça que je disais, c'est qu'en fait, comme tu as le service de livraison gratuit, tu augmentes un peu ton prix, mais en Mm, vérité, ça change pas énormément, puisque exactement. mm, Après, faut pas une grosse différence parce que bon, si on a des prix vraiment trop différents, le système Amazon peut quand même un peu te mettre des bâtons dans les roues pour te forcer à uniformiser tes prix. Mais bon, globalement, on peut augmenter un peu ses prix. Mais voilà, ça dépend de la stratégie, vraiment au cas par cas. Enfin, c'est un choix assez important quand même. Donc il faut pas ouais. se dire on va sur Amazon et tout de suite on monte les prix. Il faut quand même regarder ses marges et tout. Mais en tout cas, c'est possible et ça peut être dans certains cas recommandé. Ouais. Ouais, non, je t'avoue que je te posais la question vraiment de manière naïve parce que Ouais. je sais pas vraiment ce qui se fait, honnêtement, si les prix sont vraiment différents, plus bas, plus haut, ou exactement les mêmes sur Amazon. Donc là, de ce que moi je comprends, toi, tu as plus tendance à dire garder les Mhm. mêmes prix que sur le site, même si derrière les conditions de livraison, on sait qu'elles sont toujours plus avantageuses via Exactement. Amazon, avec Amazon Prime. Et voilà, même quand on n'a pas Amazon Prime, j'ai l'impression que la livraison c'est moins cher. Donc c'est Ouais. vrai que c'est plus intéressant. Est-ce que toi, tu as des exemples d'e-commerce ou plutôt des secteurs d'activité où ça reste plus intéressant d'être sur Amazon? Tu parlais des compléments alimentaires. Bah, justement, un de mes clients dans les compléments alimentaires est sur Amazon et il me disait ben voilà, que c'est du lourd, concrètement. Oui, Euh, les compléments voilà, alimentaires, donc, c'est plus lourd. Aux US notamment, bah ouais, c'est la catégorie, je pense, une des plus fortes catégories sur Amazon avec peut-être le pet care. Évidemment, en plus, disons que le ratio généralement prix taille de packaging fait qu'il y a quand même de la marge. C'est facile à livrer, c'est super une bonne catégorie. Mais j'ai envie de dire, voilà, tous leaders de sa catégorie ont un fort intérêt à aller sur Amazon, tout simplement pour pas laisser les clients aller vers la concurrence. On voit les grosses marques comme L'Oréal, qui eux ont une stratégie d'être trouvés partout, le font déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est la première chose, c'est que si on est leader sur sa catégorie, il faut là, et c'est sûr qu'on aura plutôt tendance à perdre des parts de marché si on n'est pas sur Amazon. ouais, Et après, sur des marques plus petites, plus indépendantes, voilà, il faut, si on a un seuil de prix avec assez de marge, voilà, c'est important pour les travailler, disons, qualitativement, sa marketplace Amazon, avec la création de Brandstore, voilà, investir en ads. Donc c'est ce qu'on voit dans certaines marques comme Dijo, hein, que tu connais, oui, oui, oui. marque là, de probiotiques qui était lancée l'année dernière, ou par des marques comme l'Occitane en Provence, qu'on retrouve bien sur Amazon. Donc voilà. Donc on va dire toute marque DTC avec assez de marge a plutôt intérêt à y aller. Après, sur certaines marques où, disons, qui ont plutôt une tradition B2B avec des marges plus faibles, qui travaillent sur du volume, ça peut être intéressant, mais il faut étudier la question, il faut aller un petit peu au fond du sujet avant de se jeter tête baissée. Mais voilà, globalement, il y a tout e-commerçant aujourd'hui a intérêt quand même à aller tester et à aller regarder ce qui se passe et voir si ça peut fonctionner pour eux. À la fois, soit pour évidemment une raison de croissance et de rentabilité, qui est un peu l'objectif évidemment de tous les business, mais dans certains cas, juste pour raison défensive ou pour Oui, la visibilité. oui, ce que je me disais vraiment pour raison défensive, si tous les concurrents y sont déjà, ou alors bah, si des distributeurs, comme on disait, distribuent déjà la marque et le font pas, enfin voilà, Oui. pas super bien. OK. Et une fois que tu veux te lancer, quelles sont les différentes étapes pour se créer un compte sur Amazon? Enfin, si tu dois penser à quoi? Je dirais même est-ce que ça te prend vraiment beaucoup de temps finalement de faire tout ça? Parce qu'il y a toujours un peu le côté, logistique, on va dire, C'est de se clair. lancer. Alors, je dirais que créer un compte sur Amazon, c'est pas très très compliqué, mais c'est comme créer un compte bancaire. Amazon en fait agit en tant que tiers payant hein, pour la partie marketplace. Donc, il faut montrer un peu patte blanche, il faut donner une pièce d'identité,
preuve de domicile, son CABIS. Il y a après des documents KYC, un Know Your Customer. En fait, Amazon applique les réglementations européennes, c'est anti-blanchiment d'argent. Donc, ça demande un petit peu, disons, de temps pour aller fournir ces documents et qu'Amazon les valide. Pour des petites boîtes, généralement, ça peut se faire assez rapidement. Je crois que c'est 1 heure, à peu près une petite heure pour faire la préinscription en ligne. Et après, en quelques jours, quelques semaines, on a un compte qui est 100% validé. Mais si par exemple, on travaille pour une boîte qui peut-être est structurée avec des holdings ou des bénéficiaires effectifs qui sont pas forcément accessibles, ça peut être des fois un peu complexe parce que Amazon va demander notamment la pièce d'identité des bénéficiaires effectifs. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir les avoir. Donc, mais bon, globalement, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que comme on a l'habitude de créer des fois des comptes dans des softwares ou dans des applications en 3 clics, Amazon, c'est pas le cas. Amazon, c'est un peu comme un compte bancaire. Et c'est ce qui, d'ailleurs, je trouve est assez rassurant parce que ça montre que n'importe qui ne peut pas créer un compte sur Amazon et vendre sur Amazon. Donc, c'est plutôt, on va dire, disons, plutôt positif pour l'écosystème. Et après, je dirais que une fois qu'on est validé, c'est important d'être réactif et de continuer de regarder les notifications ou la partie inscription, validation du compte, parce qu'Amazon peut régulièrement, à tout moment, ça arrive assez souvent, demander des documents, et si on les envoie pas à temps, on peut se faire bloquer le compte, et ça peut prendre des fois plusieurs semaines avant d'être réactivé. Et donc, ouais, ça peut être un peu embêtant. Ok. Ah, ça, c'est embêtant. Mais une fois que tu es vraiment actif, validé, là, il n'y a plus de souci. Tu peux pas te Ouais, faire bloquer. c'est-à-dire qu'il y a Amazon disons, applique des réglementations, donc il suffit qu'il y ait une réglementation européenne qui demande au marketplace d'envoyer un document, Amazon va le demander. Donc il va demander en fait une mise à jour en fait de son KYC, hein, de sa validation pour le faire. Donc c'est rarement un souci, mais en fait il faut juste être un peu réactif, quoi. En fait c'est pas globalement que ce soit au niveau vérification comme après au niveau pilotage commercial, c'est pas vraiment une marketplace où on plug and play et après on oublie. Il faut voilà aller vérifier. Ouais, je comprends. Une grande majorité des cas, ça se passe plutôt bien. Ok. Et une fois que t'es identifié, que t'es validé, c'est quoi la suite dans la création de compte? Alors, on va dire en considérant qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire, hein, quel modèle de vente, est-ce qu'on livre nous-mêmes ou est-ce qu'on fait livrer par Amazon, ça peut aller assez vite. On a un back-end où on peut créer des fiches produits. À la fois, alors il y a plusieurs méthodes, on peut les créer par flat file, on peut les créer manuellement, on peut les envoyer par API via des gestionnaires de flux. Donc il y a plusieurs méthodes. En fonction de la taille de son catalogue et de la complexité des produits, c'est plus ou moins facile. Certains produits, peuvent, voilà, il y a certains documents peut-être à fournir sur Amazon. Moi, ce que j'invite, c'est pas toujours très facile d'aller tout savoir sur les demandes documentation. Donc moi, ce qu'on fait quand même beaucoup, c'est de tester, hein, c'est de faire des tests de création de produits, voir si on arrive à aller au bout, surtout sur peut-être des catégories un peu spécial. Mais bon, globalement, on a un back-end qui est pas le back-end avec la meilleure, disons, expérience utilisateur. Amazon, disons, a beaucoup investi sur l'expérience utilisateur pour les acheteurs, mais pour les vendeurs. Okay. Mais bon, voilà, donc après, c'est aussi pour ça qu'on existe, hein, c'est que justement, c'est pas non plus d'une simplicité extrême, donc ça demande voilà un petit peu d'expérience. Mais bon, globalement, on peut créer donc son catalogue sur Amazon. Une fois qu'on a créé son catalogue, on peut envoyer soit du stock dans les entrepôts Amazon pour que eux gèrent la logistique et donc être Prime, ou alors on peut connecter ses fiches produits à son e-commerce, à son CRM, à sa logistique pour gérer sa livraison soi-même. D'accord. Et les e-commerçants, ils ont tendance à faire plutôt quelle solution dans les deux? Alors ça c'est toujours une très bonne question. Globalement, on va dire que le FBA, donc de faire gérer la logistique par Amazon, ça reste la solution privilégiée et la solution qu'on va essayer de regarder en premier. Hein. C'est sûr que être Prime, c'est un gage de performance clairement pas garanti évidemment, parce que c'est jamais garanti, mais c'est clairement des points de bonus en termes de performance. Donc c'est sûr que le FBA voilà, a un avantage, mais nous on travaille avec des marques et dans certains cas on considère que le FBM, donc la logistique par le client, est peut-être intéressante et nécessaire ou utile. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que autant jusqu'il y a quelques temps c'était assez binaire, c'était FBA ou FBM. Aujourd'hui, en fait, on travaille de plus en plus avec des modèles hybrides.
Donc, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail sur la création, le choix du catalogue, et on va aller mettre peut-être des best-sellers, des produits peut-être récurrents, évidemment, en FBA, et les produits peut-être qu'ils ont un peu moins bien ou qui sont peut-être amenés à changer en FBM. On va essayer voilà, d'arbitrer un petit peu et de tester les deux pour essayer en fait, d'avoir un peu un modèle hybride le plus vertueux et le plus intéressant possible pour la marque. Ok. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un consensus qui commence un peu à apparaître hein, dans l'ensemble des stratégies. C'est un peu un modèle hybride plutôt que A ou B. Quoi. Donc c'est ce qui est plutôt très intéressant et plutôt une Ouais. bonne chose. Ouais, pour l'instant, ce que tu me dis là, bah, on voit que Amazon, ils offrent quand même pas mal de flexibilité aux revendeurs, enfin, aux vendeurs directement sur la plateforme, donc ça, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a on connaît, pour ceux qui connaissent, il y a le modèle pan-européen, qui est un modèle en fait où on peut choisir en gros, on livre du stock à un ou deux entrepôts dans son pays home, dans son home country, et après Amazon va les dispatcher du stock dans les pays sur lesquels on veut vendre. Donc, par exemple, pour être une petite entreprise du sud-est de la France et livrer en 1 heure à un client qui est à Berlin ou dans la journée à Berlin parce qu'Amazon aura déporté du stock. Ça, c'est une option, mais on peut aussi choisir de garder son stock dans son pays mère et de livrer que son pays ou d'autres pays en étant en hybride et en FBA en même temps. Donc voilà, il y a pas mal d'options, disons, pour D'accord. moduler et aussi, on va dire, avancer dans le temps sa stratégie, la faire évoluer pour aller tester et pas s'engager sur peut-être disons des couches stratégiques ou administratives supplémentaires tant qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. D'accord, ok. Ouais, ça, il faut savoir ce qu'on veut et après mettre en place ce qu'on a envie Ouais, entre FBA et FBM. Mais il tout à fait. y a pas vraiment un ou l'autre qui est meilleur. Enfin, c'est juste que FBA, on sait que ça va plus vite, c'est plus avantageux pour le consommateur. Donc, a priori, le consommateur ira plus sur Amazon et FBM, bah, on gère toute la logistique et c'est pour nous, quoi. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Après, ouais, on va dire que le FBA a quand même un avantage. Amazon pousse beaucoup le FBA parce que voilà, d'avoir le petit batch prime, malheureusement, ça reste quand même Ouais, assez fort. Mais bon, voilà, de plus en plus, on voit des vendeurs qui performent en FBM parce que eux ont une bonne promesse de livraison et qu'au final, quand on regarde en haut à droite les temps de livraison, si on est bon soi-même et qu'on est capable de livrer en 48 heures, bon, oui. les clients s'adaptent. Mais c'est vrai que moi, par exemple, personnellement, j'ai tendance à cliquer le petit filtre Prime et donc j'ai que les résultats Prime. Et je pense pas être le seul Ah, à le faire. d'accord. Ouais, j'ai Donc, jamais fait, ouais. Ok. ouais, donc globalement, Prime a quand même on va dire, euh, un avantage, mais c'est pas, voilà. Il y a des nuances à prendre en compte. Ok. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aux fiches produits une fois que tu les as faites. Comment tu fais à les rendre plus visibles en organique? Parce que, bah, comme je te disais au départ du podcast, enfin, j'ai quand même l'impression que Amazon, c'est comme un formidable moteur de recherche Mhm. et qui te donne beaucoup de visibilité. Donc, en plus, si c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc, comment tu fais en sorte qu'on te retrouve quand on cherche un mot-clé relié à ton produit? Alors, je dirais tout d'abord, il faut connaître, bah, déjà bien connaître ces mots-clés, en fait, les mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Donc, il y a des outils qui permettent de voir les niveaux de recherche sur Amazon, euh, les volumes de recherche. Ouais, Et une fois qu'on a identifié les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, et c'est pas forcément ceux qui ont le plus de volume, c'est peut-être ceux qui ont un rapport volume par rapport à la concurrence qui est plutôt positif, surtout quand on débute. On va aller positionner ces mots-clés-là dans ces textes. Donc il y a le titre, évidemment, important, mais aussi les 5 bullet points qui apparaissent dans la fiche produit et la description. Euh, voilà, donc c'est la première chose à faire. Il faut pas non plus spécialement aller bourrer le texte de les mots-clés, mots-clés. ouais. Il faut quand même que ce soit des textes qui on donne envie d'acheter, qui soient informatifs sur le produit, sur la valeur ajoutée. Mais voilà, important de quand même bien caler ces mots-clés et ce qu'on veut faire. Ensuite, évidemment, bon, on pourra peut-être en reparler, mais il y a la partie créa qui est importante pour pouvoir déclencher des ventes. Et une fois qu'on a ces deux éléments, c'est là en fait on vient, on va dire, injecter de l'advertising pour aller en fait booster et en fait donner l'information à l'algorithme que en gros quand il y a une vente, ça veut dire que évidemment le produit est pertinent par rapport à la recherche initiale. Et c'est ce qui fait qu'en fait l'algorithme va te faire gagner des points et te faire remonter en organique. C'est-à-dire il y a à la fois effectivement la pertinence d'avoir mis les bons mots-clés au bon endroit, que la personne ait cliqué sur le produit, donc l'algorithme dit ah bah ok c'est plutôt pertinent. La personne si elle ajoute son panier encore plus pertinent, mais la vente on va dire que
le signal ultime pour l'algorithme. Ouais, que ça répond à la requête. Voilà, que ça répond à la requête et remonter en organique. Ok. Et quand au début, on va dire, on n'a pas d'avis, on n'a pas de vente, on n'est pas ranké, bah il faut la seule manière, c'est d'aller quand même booster avec les ads. Et après, une fois qu'on commence à avoir un peu de traction organique, l'idée c'est effectivement de suivre, donc d'analyser son ranking, parce que c'est jamais linéaire, ça Bien peut sûr. bouger. Optimiser ses textes régulièrement pour soit changer les mots-clés, soit les bouger. Voilà. Mais au final, il faut quand même vendre parce que si on vend pas, en gros, l'algo validera pas la pertinence, même si les textes et tout est parfaitement organisé, quoi. Ok, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment la vente, c'est logique, le signal le plus clair comme quoi ton produit il répond à une requête. Ouais. Et après, de ce que je comprends, tu dois optimiser en continu tes pages. Je suppose qu'il y a des super stratégies sur Google si on tape Amazon SEO. Et entre-temps, surtout quand tu démarres, c'est peut-être faire de la publicité, enfin même pas peut-être, sûrement faire de la publicité pour avoir une première traction de vente sur certaines pages produits. Je ne sais pas si c'est sur tous les pages produits ou sur certaines qu'il faut le faire. Ça faisait partie de mes questions. Peut-être que j'en avais encore une autre. Toi, tu avais d'autres recommandations pour optimiser ces pages produits pour la vente. Là, c'est vraiment pour la vente. Comment tu peux les écrire, les rédiger, les mettre en forme de façon à ce que ça te permette d'avoir des meilleurs taux de conversion. Et puis après ça, on passe à la partie publicitaire. Yes. Écoute, alors la première chose à en fait pas faire, c'est de dupliquer son contenu e-commerce vers Amazon. Okay, c'est une erreur que beaucoup de e-commerçants font, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, globalement, un client qui arrive sur une page produit d'un site e-commerce, souvent il connaît le produit. Il l'a vu sur Instagram, il l'a vu sur TikTok, il s'est renseigné, il a vu le site, il est allé sur peut-être les pages un peu de fonctionnalité du produit, mais en gros, s'il est sur la page produit, c'est que quelque part il est peut-être presque prêt à acheter, quoi. Sur Amazon, c'est différent. Sur Amazon, on va avoir plutôt tendance à avoir des clients potentiels qui ne connaissent pas le produit. Et donc, en fait, il faut les convertir avec les 6 ou 7 vignettes avec la vidéo, qui sont juste à gauche et en plus sur mobile. Donc, en fait, souvent sur mobile, on voit pas trop le titre. On n'a que les vignettes. Et donc, il faut un peu convertir les clients de A à Z, à froid. Il faut faire un peu son elevator pitch en 6 vignettes sur Amazon. Donc, ça demande en fait d'aller rajouter peut-être de l'information, des infographies, des choses sur les vignettes qu'on ferait pas forcément sur son e-com parce qu'en fait, on a fait l'éducation en amont. Oui, c'est vrai, je vois. Ouais. Mais c'est vrai que après, c'est quand même une pratique qui revient de plus en plus souvent maintenant sur les e-com que je vois. C'est avoir des images, celles que tu affiches pour présenter ton produit, dans lesquelles tu vas avoir des présentations des bénéfices, des composantes du produit, quelques arguments de vente clés. Du coup, c'est vrai que c'est un truc quand même important, c'est d'avoir des vignettes où c'est assez clair sur ce que tu vends, ce que le client va en retirer, ce que le produit est différent. Aussi avoir peut-être une vidéo, je dirais. Ouais. Tout à fait. En fait, j'ai envie de dire presque c'est quelque part c'est les commerçants en direct qui en fait au final maintenant commencent à s'inspirer des best practices Amazon, comme pour la logistique, peut-être. Mais effectivement, tu as raison. Je pense que au final les choses commencent à s'aligner et il faut savoir faire ça aussi sur Amazon. Et donc peut-être qu'effectivement à terme on pourrait de plus en plus utiliser du contenu similaire. Mais après, en ce qui concerne les textes, là, par contre, là, c'est plutôt pour Google. Il faut évidemment éviter de copier-coller son contenu. Sur son e-com, déjà sur la partie recherche de mots-clés, forcément, il faut être un peu plus stratégique. Et en plus, Google évidemment aime pas le contenu dupliqué. Donc première chose, c'est vraiment de pas dupliquer son contenu. Important aussi, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'éléments de storytelling sur Amazon. On peut créer des boutiques de marques à l'intérieur d'Amazon. On peut vraiment créer même des univers assez immersifs qui ressemblent quasiment à des e-commerce. Donc ça, c'est important, des sites. Ouais. Et donc, c'est hyper important de bien les travailler parce que même si ce n'est qu'une minorité qui vont aller sur le brand store, c'est une minorité qu'on peut vraiment accrocher à sa marque pour longtemps. Donc, important. Il y a aussi tout en bas des pages produits ce qu'on appelle du contenu A+. On peut aussi parler de sa gamme de produits, raconter sa marque de façon très visuelle et très qualitative. Ouais, je vois. Vas-y, j'allais dire. Ouais, vas-y. Non, je disais, et après, une chose importante, c'est de pas s'endormir, on va dire, sur le contenu qu'on a créé, même s'il paraît incroyable. C'est vraiment de
de se challenger, de challenger son contenu régulièrement, une fois par an, tous les 6 mois, enfin tous les 3 mois, pour se mettre à jour, parce que les comportements d'achat changent, les périodes aussi changent. On met peut-être pas le même contenu en période de fête fin d'année peut-être en plein été. Donc, on peut faire ça aussi sur Amazon. Et il y a aussi des outils d'A/B testing sur Amazon. Il y a un outil qui s'appelle Amazon Experiments. On peut aller envoyer 2 images principales et Amazon nous dit celle qui a le mieux marché. Trop bien. C'est hyper intéressant. Non, moi je suis sur une fiche produit Amazon. Ce que j'allais dire, c'est que en effet, tu vois t'as en effet en dessous du titre du produit, tu vois visiter la boutique. Donc là, la boutique en question, tu cliques dessus et c'est vrai que tu arrives sur une sorte de mini site où tu as plusieurs liens accueil. Là, je vois offre, plaisir café. Bon, là, c'est une marque de café. Et puis après, tu vois les différents produits. Tu peux mettre en avant tes best-sellers. Enfin, vraiment hyper bien fait, je trouve. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc à pas négliger et à bien faire. Moi, j'avais une autre question aussi, tu vois, pour rebondir. C'est, enfin, ok, tu as la partie visuelle pour présenter le produit, tu as un peu la partie copywriting pour, je vois que soit tu fais des listes à plus, soit tu fais des longs textes, mais tu as quand même la partie avis. Enfin, moi, sur Amazon, une des premières choses que je regarde, c'est quand je vais acheter un produit, c'est le nombre d'avis et quand je compare, enfin, vraiment, je compare pratiquement qu'avec les avis. Une fois que j'ai identifié 2-3 produits qui correspondent à mon besoin, comment tu fais en sorte, encore une fois, à part avoir un bon produit, d'avoir un maximum d'avis sur Amazon sur tes pages produits? Ouais, ça c'est la partie la plus effectivement difficile et délicate. Effectivement, la première chose, bon après c'est comme pour tout, il faut avoir un bon produit, un produit qui a des soucis et qui prend des avis négatifs, c'est pas bon, et surtout sur Amazon parce qu'il y a un niveau de transparence. Bien sûr. Malheureusement, il y a pas vraiment officiellement de stratégie pour pouvoir avoir plus d'avis. Pour avoir des avis, il faut vendre, et pour vendre, il faut avoir un bon produit, il faut avoir des avis. Donc, en fait, au final, c'est un peu le cercle vertueux sur lequel il faut rentrer. Donc, en fait, ça revient à notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut des ads, et les ads permettent en fait d'accélérer un peu sa croissance, sa visibilité, et avoir des avis, d'avoir, on va dire, plus de chances d'avoir des avis. Sauf que ce qu'on recommande souvent, et ça fait peut-être un peu transition à la suite de la vidéo, c'est que quand on lance un produit, effectivement, c'est pas mal, avant d'aller booster les ads et mettre un gros budget sur les ads, c'est déjà effectivement d'avoir tout ce contenu bien calé, mais d'avoir peut-être quand même 1 ou 2 avis pour avoir juste déjà les 5 étoiles. Parce que investir sur un produit où t'as pas les 5 étoiles, ça peut être un peu contre-productif au début. Donc bon, voilà, c'est toujours intéressant si on peut d'aller envoyer sa nouveauté sur le produit sur peut-être un segment de sa newsletter pour dire que voilà, coucou, on est sur Amazon, qu'il y a des acheteurs qui nous connaissent bien, qui mettent un produit, ou si on a des friends and family qui sont intéressés par le produit, leur demander s'ils sont intéressés d'acheter, et après de laisser un avis s'ils sont évidemment contents officiellement. mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir 1 ou 2 avis, et après avec les ads, normalement mécaniquement, on a un certain pourcentage de personnes qui vont aller laisser des avis. Puis après, il y a effectivement certaines choses qui peuvent être faites en parallèle avec des influenceurs et tout pour booster son nombre d'avis. Mais c'est vrai que c'est important et de bien garder un œil sur ces avis, et de pouvoir, on va dire, s'assurer d'avoir surtout des avis positifs, parce que des avis négatifs, ça peut être assez problématique, dans le sens où Amazon ne va pas les enlever. Aujourd'hui, autant jusqu'il y a 2 ans, on pouvait répondre en fait sur l'avis de façon publique peut-être au problème auquel répondait le consommateur. Aujourd'hui, on peut plus le faire. Donc, il y a vraiment un niveau de transparence qui peut être assez contraignant pour les marques. Mais bon, si on a un produit et qu'on vend, on a des avis. Ouais. Non, c'est ça, c'est comme tu dis, bon produit, vendre, peut-être proposer en effet aux amis, familles qui ont acheté le produit de laisser un commentaire s'ils sont contents. Exactement. Et pareil, peut-être envoyer aux, je sais pas, 100, 150 meilleurs clients le lien de la page Amazon pour voir s'ils sont ouverts à laisser un avis. Un truc que je vais rebondir avant la pub Amazon, c'est que, enfin, je repensais à ce que tu as dit au départ du podcast, que tu as accompagné Dijo, je pense, sur Amazon. Donc Dijo, ils sont aussi passés sur le podcast et je suis actuellement sur une de leurs pages produits. Je trouve ça plutôt bien fait. Enfin, si t'as, je sais pas si c'est peut-être pas nous, on n'a peut-être pas, enfin, ça a peut-être changé depuis. On les a accompagnés lors du lancement avant l'émission, pour l'émission. D'accord, pour l'émission. Ok. Ouais, pour l'émission. Et après,
elles ont plus ou moins Repris. internalisé la ressource. Mais écoute, c'était super. On a une très bonne relation avec elles. On était Ok. super contents de bosser avec elles. Et je pense que, à juste titre, hein, elles ont dû faire évoluer. J'étais allé voir aussi il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. évoluer un peu leur contenu. Et effectivement, ça fait partie des best practices. C'est que surtout sur des marques comme ça, surtout pas s'endormir sur ce qu'on a fait au début. Il faut se challenger, modifier, changer. Donc ça c'est et le job, on va dire, continue d'être fait correctement, c'est ce que j'ai vu, donc c'est top. Mm. Je pense que c'est hyper bien fait. Enfin, je voudrais commenter rapidement pour ceux qui nous écoutent. C'est que vraiment, on a première fiche, on voit vraiment le produit de près. Hein. On voit vraiment juste le Mm. pack shot. Puis après, on a une deuxième fiche. On montre vraiment les bénéfices. Il y a écrit bénéfices sur la fiche. Donc, c'est vraiment très clair. Troisième fiche, on a 10 jeux contre les concurrents. Boum, super, ils comparent, ils montrent qui sont meilleurs. Ouais, Mode d'emploi, donc comment l'utiliser, comment, comment prendre bien sa cure. Composition, enfin tout est parfait quoi. Ta routine d'IJO, 3 étapes en ouais, synergie. Donc là, ils montrent vraiment les différents compléments à prendre. Il y a la vidéo. Et puis après, quand tu vas sur le bas, tu vois, comme tu disais, ce dont tu parlais, le fait d'avoir bien optimisé sa marque. Donc on a des ouais, super belles photos, ouais, c'est le la contenu. proposition de valeur, bien-être par le ventre. Tu vas dire? C'est le contenu à plus dont je parlais tout à l'heure, ouais. D'accord, ok, c'est ça. Et voilà, un très beau visuel aussi qui est juste en dessous de la description du produit, où on va vraiment, là, très clairement, en une seule slide, en un seul visuel, le produit, tu vois les mentions TV juste à côté à droite, tu vois les bénéfices, tu vois la posologie. Mhm. Franchement, rien à dire. Hyper bien fait. Et je vois une FAQ aussi. Ah ouais. Vraiment un très bon exemple. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est un bon exemple, c'est un bon benchmark pour qui Mm. compte, surtout dans cet univers-là, soit de se lancer sur Amazon, on peut aller voir ce qu'ils font, c'est très bien. Ouais, bah franchement, je conseille. Après, j'irai peut-être voir d'autres marques, mais en tout cas, là, j'étais assez Ouais, enthousiaste de voir la page produit, quoi. c'est bien et aussi nous on va beaucoup voir en fait aux US hein. Aux Ok, US le niveau concurrentiel fait que tu es obligé d'être vraiment le best in class à tout niveau donc pour quiconque qui souhaite se lancer sur Amazon et qui voudrait regarder un peu soi-même d'aller voir un petit peu dans sa catégorie le ce qui se marché fait aux US, ouais. US ça permet d'avoir un bon benchmark sur on va dire qualitativement sur ce qu'il faut faire hein. Après, Ouais. beaucoup, évidemment, n'ont pas forcément il n'y a pas forcément la qualité visuelle ou graphique qu'on peut avoir peut-être en France ou en Europe, mais on va dire en termes de performance pure, il y a pas mal de choses à voir. Bah, comme toujours. Et là, du coup, tu vas sur Amazon.com, pas sur le .fr. Voilà, C'est voilà, sûr. Ok. exactement, exactement. Ok. Ok, ok, parfait. Bah, écoute, je propose qu'on enchaîne peut-être sur la partie ads dont Ouais. moi je voulais parler au départ, mais je me dis Mhm. avant, c'est bien de donner les bases et prérequis. Du coup, quand tu veux commencer à faire enfin, par où on commence à faire la pub sur Amazon, et c'est quoi les prérequis selon toi? Enfin, si je te donne vraiment les prérequis sur Facebook Ads, ça va être typiquement installer ton tracking, définir tes budgets, calculer tes CPA. Ça va être également définir tes personas, choisir tes objectifs. Est-ce que sur Amazon, c'est un peu le même ou est-ce qu'il y a d'autres choses à vraiment à Ouais. regarder, en fait, à calculer ou travailler avant de se lancer? Je dirais que d'un point de vue stratégique, on a à peu près il faut à peu près les mêmes éléments, alors sauf le tracking parce que on a disons accès à la console directement via son compte seller. Donc on a des produits en ligne, donc tout est évidemment déjà lié. Il n'y a pas spécialement de tracking à mettre en place. Mais on va dire que ouais, les premières étapes, hein, c'est effectivement bien comprendre son univers, son marché, ses objectifs marketing. Parce que contrairement à ce qu'on pense, peut-être, on pense qu'Amazon c'est vraiment que de la pub transactionnelle, mais en fait non, il y a de la visibilité. Donc dans son funnel de vente, on peut aller faire de l'awareness en top of the funnel pour aller chercher de la visibilité. Donc il y a des placements sponsorisés spécialement pour ça. Donc voilà, donc globalement pour commencer, pareil, il faut connaître évidemment bien sa marge, hein, c'est son coût de revient, son coût de fabrication, globalement ses coûts Amazon, hein, avoir une idée pour pouvoir, on va dire, savoir où est-ce qu'on met le curseur, à la fois en termes de budget et en termes de profitabilité. Je dirais que voilà, ce sont à peu près les mêmes étapes que sur Meta. Ouais. Ok, d'accord. Une fois que tu t'es lancé, comment ça fonctionne la pub Amazon? Quels sont les différents types d'annonces? En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu, enfin, par exemple, sur Meta, tu cibles avec des audiences, sur Google, c'est avec des mots-clés principalement. Mhm. Sur Alors, Meta, tu as les formats. avec Amazon, l'avantage c'est qu'on peut faire les deux maintenant, Ok, mots-clés et d'accord, bah, c'est audience. ça ma question. Mais en gros, globalement, ça fonctionne comment? C'est une personne va faire une recherche de mots-clés sur Amazon.
par exemple bouée licorne, il va avoir une page de recherche. Et on va avoir effectivement des recherches organiques, mais avant ça, on va avoir peut-être une ligne avec quelques Ouais. recherches, résultats de recherche sponsorisés, donc qui vont ressembler à des recherches organiques, mais il y aura quand même marqué un peu sponsorisé. Et aussi, on va avoir souvent une petite banner qui ressemble plus à quand même de la pub, qu'on appelle Sponsored Brands, qui est plutôt une banner où on va montrer sa gamme de produits et qui va être redirigée vers la boutique de marque justement. Donc voilà, donc si on prend du haut vers le bas, on a le Sponsored Brands en haut. Après, on a les Sponsored Products, donc des recherches des produits sponsorisés, qu'on va aussi retrouver des fois un peu plus bas dans la page. Et Ouais, je après, on a vois. un troisième type de placement qui va être du sponsor display. Donc là, c'est plutôt de la vidéo, de la photo qu'on va retrouver dans différents endroits, peut-être des fois sur la page du panier ou sur une page produit ou sur le côté de la page. Voilà, donc on a trois niveaux et trois niveaux de placement qui correspondent plus ou moins à des niveaux, disons, du funnel. Donc voilà, pour faire de la visibilité et de l'awareness, on va plutôt travailler du sponsored brands. Et là, généralement, on peut travailler sur évidemment du mot-clé, sur des mots-clés de marque, par exemple, de sa propre marque déjà, hein, pour les convertir, enfin s'assurer que les gens qui cherchent sa marque viennent dans notre univers, mais Oui. aussi potentiellement des mots-clés évidemment plutôt génériques. Après, on va Ok. avoir Sponsored Products. On va dire ça, c'est le classique, c'est la première chose à faire. Donc là, c'est les résultats de recherche classiques sponsorisés. Donc là, ça va couvrir, on va dire, à la fois peut-être l'intention jusqu'à la conversion directement. Ouais. C'est évidemment très très important. Et là, on va pas, il n'y a pas de visuel à mettre, c'est uniquement du paramétrage et c'est vraiment la fiche produit avec la photo principale qui va remonter. Hein. C'est Donc ce on que peut pas, j'allais dire, ouais. C'est ce que on j'allais peut pas dire. modifier, on peut pas modifier pour la pub. Et on va dire après le sponsor display, c'est plutôt être des formats de retargeting ou aussi ou de un peu plus tard dans le funnel. Et c'est là aussi on peut travailler des audiences. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'écosystème ads évolue quasiment tous les jours, voire toutes les semaines, voire tous les jours. On retrouve maintenant des audiences. On peut les cibler des gens je sais pas, il y a une cinquantaine d'audiences maintenant, des gens, par exemple, des jeunes mariés ou des gens qui ont récemment déménagé ou des gens propriétaires de chats ou de chiens. Donc il y a vraiment pas mal d'audiences différentes et donc c'est assez intéressant. Mais on peut aussi aller targeter une catégorie en général. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut aller targeter aussi des références. Donc on peut aller faire remonter la référence de son concurrent et aller targeter son concurrent à la référence près. Euh, et on peut notamment mettre de la vidéo en sponsored brands en ciblant par exemple un concurrent spécifique. Donc c'est assez puissant donc ça permet vraiment de pouvoir, on va dire, quand on est petit, sur Amazon, on est capable quand même d'aller chercher des parts de marché non négligeables contre les plus gros concurrents. Ouais. Ok. Ouais, j'ai pas mal de questions. Donc, du coup, le sponsor brand, donc on est d'accord, c'est vraiment, tu es dans la barre de recherche principale d'Amazon. Ouais. Tu vas taper un mot-clé, n'importe lequel, soit le mot-clé d'un produit, soit le mot-clé d'une marque. Et là, juste, quand tu as fait ta recherche, tu vas résultat. Et là, tu vois 4 liens sponsorisés. Donc, c'est ça. Alors, je vois pas tout ce que tu vois, mais en gros, non, c'est possible que tu n'aies la sponsor brand, tu vas avoir une bannière en fait, c'est une espèce de bannière en haut, plutôt avec un visuel, un slogan, marque, et après un lien vers un brand store. Mais ça apparaît peut-être pas à tous les coups, hein, tout le monde n'en fait pas. Et après, si tu descends peut-être un peu plus bas dans les résultats, tu vas peut-être voir une vidéo. Il y a peut-être une vidéo qui va remonter. Ah oui, Euh, je et vois là, une vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, là, je le vois pour Dijon, je vois une vidéo où en fait, j'ai vraiment la vidéo sur le côté gauche. J'ai voilà, une image produit à côté. Et puis après, j'ai le titre, j'ai les avis, j'ai le prix. C'est ça exactement. Ouais, c'est ça pour toi ce ça format-là? va être du sponsored brands, ouais. Ok. Donc, ok. Attends, je vais Alors, juste cliquer attention, sur la ça vidéo de dit 30 sponsored brands, secondes. Je suis très curieux de savoir si c'est un format Facebook qu'elles ont repris. ouais. Euh, je sais pas trop. Peut-être que c'est un format Facebook. On dirait vraiment un truc qui peut passer en pub Facebook. Donc, Ouais, enfin, c'est possible, ouais. peut-être question rapide, est-ce que tu peux reprendre des formats, on va dire que tu pourrais utiliser en social ads et les mettre sur Amazon en sponsor brands? Alors oui, c'est possible. Après, Amazon a quand même des requirements purement de sizing hein, de Bien vidéo sûr. Oui, oui, bien sûr. qui peut-être un peu différents. Je t'avoue, je les connais pas par cœur. Après, en termes
disons, d'accroche. Difficile à dire, mais j'ai envie de dire que possiblement, à partir du moment où ouais, c'est un peu les mêmes mécanismes, hein. On est sur, voilà, accrocher le client, t'as 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, je dis 5 secondes pour accrocher le client, voire 1 seconde. Donc sur Amazon, c'est un peu pareil, il faut essayer de capter l'attention, hein. Donc j'ai envie de dire, par principe, oui, on peut réutiliser à partir du moment où de base, on applique des principes qui sont qualitatifs. Euh, D'accord. et après, en termes de Ouais, format, c'est différent. ouais, en termes de format sur le sponsored brands, on a quand même plutôt du format plutôt Horizontal. horizontal. Oui, je Euh, viens de le voir. Maintenant, j'ai compris. Excuse-moi, je t'ai posé une question bête. C'est que, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai tapé le nom de marque Dijon. Et en fait, mhm. au-dessus, je voyais NutriPure et j'ai pas fait attention, mais NutriPure, ils se sont, comme tu as dit, positionnés sur Voilà, le nom exactement. d'un concurrent. Et en fait, là, tu as une image format horizontal où tu vois un sportif, donc Christophe Caru, qui court. Mhm. Et après, sur le côté, tu as 3 produits. Ouais, Ça m'a fait sourire sur le coup, mais j'avais même pas fait attention. Et puis après, juste en dessous, tu as résultat. Et là, tu as les sponsor products, où là, tu as ouais. le fameux, excuse-moi, les Produits fiches sponsorisés. produits. Ouais. Et Exactement. d'ailleurs, quand tu comptes, je crois on le voit, c'est plus flagrant aux US. Des fois, quand tu comptes le nombre de produits sponsorisés, en fait, en prenant compte les produits qui sont sur la banner Sponsored Brands, plus les produits sponsorisés en résultat, des fois, on arrive en fait à, je sais pas, des fois 10, 15 produits en fait sponsorisés avant d'arriver au premier résultat organique. Donc, D'accord. Ouais, là j'en vois. Bah, en effet, là, je vois, si je compte les 3 produits de la sponsor brand, il y en a 3. Puis après, mm, 4 en sponsor product ouais, qui sont des produits de Dijon. Enfin, il y en a 3 à Dijon et une autre marque. Et où ouais, là, je trouve ça dommage parce qu'en fait, je vois que ce que je pense c'est une bonne pratique, dans le titre du produit, ben, il faut mettre voilà, Dijon, tiré, et puis après mettre le nom du produit. Et le exactement. quatrième, ah, ok, d'accord. Je pense que le quatrième produit, mais je pense que non, c'est le nom du produit qu'ils ont mis et pas le nom de la marque. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais je pense que le nom de la marque, on le met en premier, non, dans le titre. Oui, oui, c'est pas, ça fait partie des best practices maintenant, hein, c'est de mettre en premier. Après, certains, on voit un peu aux US, le font pas parce qu'en gros, ils souhaitent, en gros, parce que c'est avec tes premiers mots, c'est tes mots les plus importants, à la fois visuellement pour la conversion, mais pour l'algorithme. En fait, ils souhaitent peut-être utiliser cet espace-là et cette pondération SEO pour un mot-clé organique sur C'est vrai. lequel ils souhaitent. Je, je Bon, comprends. je pense que c'est peut-être une stratégie qui peut être utile pour des marques pour lesquelles le nom de la marque est moins important. Ils travaillent plus sur la fonctionnalité du produit que sur, disons, voilà, l'accroche de storytelling et personnel vis-à-vis de la marque. Bon, globalement, on va dire que de mettre le nom de la marque en premier a quand même un avantage ou un intérêt. D'accord, ok. Mais bon, pour revenir sur ce que tu disais, tu as ces 3 formats de publicité. Tu as ciblage par certaines audiences, tu as le ciblage par mots-clés, tu as le ciblage en Mhm. fonction également des mots-clés de concurrents directs. Mhm. Comment tu organises tes campagnes généralement? Est-ce que c'est un peu la façon à la Google, avec une campagne de marque, une campagne avec certains groupes de mots-clés, encore une autre avec d'autres groupes? Comment ça fonctionne? Alors déjà, on a une console Amazon Ads qui est disponible sur son compte seller. Euh, on a jusqu'il y a quelques années, bon, tout se faisait manuellement sur cette console-là, mais depuis un moment maintenant, il y a tout un écosystème d'AdTech qui est arrivé autour d'Amazon, qui sont en fait des softwares que tu peux plugger à ton compte Amazon et qui vont en fait aller créer des campagnes pour toi, qui vont aller en fait via un jeu de machine learning gérer, on va dire, les enchères, le bidding. Parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas parlé, mais c'est un système qui est basé sur le CPC en grande partie. Et donc, on peut aller soit créer des campagnes directement sur sa console Amazon, soit via une ad tech qui vient après s'occuper de l'optimisation. On va dire qu'il y a quelques années, c'était un peu pareil. Il y avait certains qui disaient ouais, il faut. Moi, je fais manuellement les ad tech, ça marche pas. Puis il y en a qui disaient non, les ad tech c'est génial. Maintenant, on va dire qu'il y a quand même un consensus qui est sorti depuis quelques temps où tout le monde est d'accord pour dire que les ad tech c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc, en gros, on se sert des ad tech pour pour on va dire créer les campagnes et on va dire appliquer sa stratégie à partir des ad tech qui vont venir créer des campagnes. Mais il faut quand même savoir un petit peu ce qu'on fait, aller pouvoir contrôler directement sur la plateforme Amazon, sur la console, le niveau des enchères, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des incohérences au niveau mots-clés, voilà. Mais globalement, on va avoir l'idée,
c'est de répliquer en gros des campagnes qui sont le reflet d'une stratégie marketing. Donc, si on veut par exemple, de la visibilité, de la visibilité générale, on peut faire par exemple une sponsored brand sur ces mots-clés génériques. Si on veut faire aussi du défensif, là on va mettre on va dire du sponsored brand, du sponsored display sur sur sa propre marque. Et puis après, ensuite, on va aller créer des campagnes, on va dire, plus génériques pour faire de l'acquisition client et de la transaction. Oui. Des campagnes sponsored products, donc les produits sponsorisés sur des mots-clés génériques, mais qu'on va en fait, surtout au début, en fait, on ne sait pas les mots-clés qui vont performer. Donc Amazon a une fonctionnalité aussi de campagne automatique, qui est une bonne manière de commencer. Donc en fait, on met les produits, on dit OK, campagne automatique, et en fait Amazon va automatiquement scanner sa fiche produit. Amazon va scanner sa fiche produit, va déterminer quels sont les mots-clés à tester, et va en fait créer des impressions. Et en fonction de ce qui ressort, on peut en fait en tirer des conclusions sur les mots-clés qui marchent. Et ces mots-clés-là, en fait, l'idée c'est qu'une fois qu'on a des mots-clés dont on sait que c'est des mots-clés qui fonctionnent, qui ont des conversions, en fait, c'est de les extraire et de les créer des campagnes peut-être plus spécifiques pour eux. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'entonnoir pour aller faire à la fois de l'exploration, puis après aller d'être beaucoup plus stratégique. Par exemple, à la fin, on peut arriver dans certains cas, d'avoir une campagne pour un mot-clé et un produit. Tu vois ? D'accord, c'est ça. Ouais, c'était ça ma question. Est-ce que tu peux être vraiment granulaire d'avoir campagne par produit, par mot-clé? Tu as ta fameuse peut-être campagne un peu broad, on va dire, où tu laisses Amazon mettre un peu les mots-clés qu'il veut pour une même page produit. Et donc, du coup, des campagnes sont liées à une page produit ou plusieurs pages produits? Tu peux faire plusieurs pages produits. Tu peux mettre plusieurs pages produits dans ta campagne. Après, c'est-à-dire que tu vas être justement peut-être un peu moins efficace parce que c'est l'algorithme qui va aller, disons, dispatcher les budgets. Et puis après, des fois, l'algorithme va peut-être voir que peut-être de manière un peu aléatoire, un produit marche plus qu'un autre, donc du coup, il va commencer un peu à travailler plus ce produit-là, alors qu'en fait, tu sais que ce produit-là, il peut peut-être bien marcher. Donc c'est là où il faut quand même avoir un peu de connaissances sur la console. Bon, c'est pas non plus forcément très compliqué pour aller en fait ajuster. Mais c'est là où les ad tech sont intéressantes parce que en gros, on peut mettre son objectif de ROI. On met les produits qu'on veut cibler, on met son objectif marketing, et en fait, la plateforme, le machine learning va essayer d'aller au maximum, au plus proche de son objectif de ROI, sans dépasser son budget. Donc, des fois, quand on a les étoiles qui s'alignent, où on a un bon produit avec des bons avis et tout va bien, là, c'est top parce qu'en fait, la machine, la tech va vraiment aller à au plus proche de son ROI, entre guillemets, sans rien faire. Parce que t'as mis en gros en place et t'as plus qu'à te concentrer sur tes structures de campagne, sur ta réflexion stratégique, plutôt que les enchères. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? D'accord. Donc tu as vraiment ce côté un peu automatique où tu dis un peu ton objectif. Moi, j'ai quand même l'impression, pour quelqu'un qui démarre, encore une fois, je pense à ceux qui vont vouloir expérimenter, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une campagne où tu mets un peu tous les produits que tu souhaites mettre en avant sur Amazon. On va dire qu'il y en a, je sais pas, entre 5 et 10. Tu laisses l'algorithme décider. Et puis après, je présume que comme d'habitude, tu peux faire un peu de ménage. Donc, c'est-à-dire les produits que tu veux plus montrer, les mots-clés que tu veux exclure. Je présume que ça marche de cette façon-là aussi. Ah ouais, tout à fait. Nous, on a plein de cas où la campagne auto qu'on a créée au tout début, ça reste la campagne qui, des fois, performe le plus et le plus longtemps. D'accord. Une campagne qui prend 5 minutes à créer, qui ne demande pas trop de réflexion stratégique parce qu'on met ses produits. Et en fait, après, effectivement, c'est des campagnes qui sont gérées par l'algo Amazon Ads. Donc, des fois, on a des très bonnes surprises et ça se passe très bien. Mais bon, voilà, ça dépend après des niveaux de budget. Et ce qu'on veut faire par la suite. Évidemment, plus tu as de budget, plus tu peux te permettre d'avoir des campagnes par produit, par mots-clés. Enfin, c'est le même jeu que sur Facebook et sur Google. Exactement. Mais je dirais quand même, il faut faire attention parce que au final, surtout avec les ad tech aussi, c'est qu'il y en a certaines ad tech qui ont, à juste titre, un gros pouvoir d'exploration. Donc en fait, elles permettent d'aller vraiment montrer tes produits à plein de mots-clés différents qu'elles considèrent être pertinents. Mais bon, des fois, ça peut par contre cramer du budget assez vite. Donc, d'aller anticiper ce genre de choses ou en tout cas le contrôler dans son paramétrage. Et pareil avec les campagnes automatiques d'Amazon directement, on peut
voilà, après quelques jours, après quelques semaines, sortir la liste des mots-clés qu'Amazon a ciblés et éventuellement les exclure pour la suite, pour continuer d'avancer dans le bon sens. Ok. Bon, bah, si tu as des conseils à nous donner pour éviter de faire des erreurs bêtes avec les ad tech et les campagnes auto, n'hésite pas à les donner maintenant. Ouais, je dirais que déjà, il y a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas, à partir du moment où quand même on met ses budgets, il y a quand même une grosse fonctionnalité de test and learn, donc faut pas avoir peur de tester et d'apprendre. Je dirais que pour les ad tech, ouais, il faut peut-être, disons que si on n'a pas beaucoup de budget, ça peut être plutôt intéressant de rester en manuel au début, quitte à après plugger une ad tech un peu plus tard. Mais d'un autre côté, quand on a aussi des budgets plutôt petits, moyens, qu'on n'a pas trop de temps, effectivement, la tech a l'avantage de pouvoir mettre son ROI et puis ça tourne. Voilà. Mais bon, voilà, il n'y a pas fondamentalement de gros risques. Hein. On peut, voilà, on peut jouer un petit peu. Il y a matière, hein, disons, à tester parce que voilà, on peut quand même facilement contrôler son budget avec la console à la fois manuellement ou avec les ad tech. Et je dirais la plus importante, c'est vraiment la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir bien en tête sa structure de coût et sa chaîne de valeur et ses Oui. objectifs marketing. Oui, bien sûr, l'objectif de CPA, de Vraiment, ROS. c'est ça. Ça faisait partie de mes questions. C'est en fait, voilà, niveau budget, comment ça se passe sur Amazon? Parce que, ben voilà, sur Meta, moi, j'aime bien dire que en dessous de 30 euros par jour, honnêtement, ça devient compliqué vraiment de faire du bon travail ou en tout cas de générer des résultats et avoir des apprentissages. Sur Amazon, est-ce que c'est pareil ou est-ce que justement c'est moins cher et c'est plus accessible? Non, c'est pareil. C'est pareil. Ok. Ouais, je dis à peu près pareil. Effectivement, la plateforme te laisse mettre des budgets à 5 euros par jour, mais ça, tu vas pas aller bien loin. Il faut quand même un minimum de budget Ouais, pour c'est travailler logique. correctement et avoir des enseignements. Donc non, Mm. non, on est à peu près sur les mêmes niveaux budgétaires, Ouais. euh, si ce n'est que on a effectivement tendance à vouloir tout de suite de la rentabilité sur Amazon, Mm. alors que comme pour tout, ça vient Un peu de pas, temps, ouais. ça vient pas tout de Ouais. suite. Et justement avec la partie sponsored brands et tout l'écosystème aussi de visibilité, on peut quand même aussi travailler sa visibilité. Et je dis souvent je recommande souvent quand même d'aller peut-être séparer un peu ces résultats entre la partie top of the funnel, visibilité, awareness et sponsored brands avec le reste, parce que comme ça permet d'avoir plutôt une bonne idée de ce qu'on fait. Parce que souvent, c'est des campagnes qui ont, on va dire, visuellement ou qui n'ont pas forcément une super rentabilité, mais qui font quand même de la visibilité et qui, à moyen long terme, Oui. rapportent des nouveaux clients. Donc, voilà. Donc, Oui. mais pour revenir au budget, ouais, pareil, on va dire qu'en dessous de ouais, 1500, 2000 euros par mois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on peut toujours tester si on n'a pas ces budgets-là. Ok. Non, non, je comprends. Mais après, j'allais dire sponsored brand, j'allais dire comme Google, c'est toujours un peu. Enfin, il y a. Comment dire? Les résultats sont toujours un peu gonflés parce que quand on tape son nom de marque sur Google, ben, c'est forcément qu'on a envie de. Enfin, quand on tape un nom de marque, pardon, sur Google, c'est forcément qu'on connaît la marque et qu'on a envie d'acheter. Mm. En tout cas, revenir sur le site. Donc, ok, pour les budgets, ben, ça, en fait, je trouve que tout ça fait sens. En fait, ça me fait penser aux plateformes Meta où si tu mets pas au moins une fois ton CPA par jour par campagne, c'est pas intéressant. Et comme les CPA, c'est toujours entre 10 et 30 euros. Donc, on va dire vraiment Mm. fourchette large, même s'il y a des CPA plus chers. Ben voilà, en effet, on va pas très loin avec moins de 1500 euros ou Mm, 2000 c'est euros clair, par mois. c'est clair. Compétences techniques, je pense, on en a déjà parlé. J'avais une question, bah, parce que finalement, la pub Amazon, est-ce que c'est accessible? Est-ce que n'importe qui peut aller sur la console et faire ses campagnes? À t'écouter, ça a l'air quand même globalement accessible. Je sais pas s'il y a une courbe d'apprentissage qui est importante, c'est-à-dire que sur Meta, enfin, moi, je trouve que sur Meta, personnellement, si je n'y connaissais rien, je pense que je ferais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs sur cette plateforme. Et la courbe d'apprentissage, je Mm. le ferais vraiment tranquillement comme ça. Et puis après, enfin, pardon, je le ferais comme ça. Et après, ça devient très dur de s'améliorer une fois qu'on a un bon niveau et qu'on maîtrise la plateforme, qu'on maîtrise les différents objectifs de campagne, les différents formats. Après, on s'améliore vraiment par la pratique et avec des budgets plus importants. Est-ce que sur Amazon, c'est pareil ou au contraire, voilà, c'est une courbe d'apprentissage Non, différente? c'est un peu, je dirais que ouais, c'est assez similaire. Il y a des fois des petits détails de paramétrage. Bon, mais quand on connaît pas, on sait pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut du coup soit passer du temps pour aller se renseigner, tester, ou alors voilà, avoir quelqu'un qui peut conseiller. Donc voilà. Après, c'est pas bon, c'est pas de la science aérospatiale non plus. Il y a des ressources en ligne
ou même avec Amazon pour apprendre, bon, qui sont toujours plutôt très théoriques. Je dirais que, ouais, on est sur à peu près une courbe d'apprentissage peut-être similaire à Meta, mais toujours est-il que après, c'est l'expérience, en fait, qui va faire globalement, la différence de se rappeler, ah oui, il y a 6 mois, j'avais testé ça, ça avait marché, du coup, ça pourrait peut-être marcher. Voilà, c'est vraiment ça qui va, je trouve, apporte, on va dire, un petit avantage compétitif à des gens qui pratiquent régulièrement. Et Bien c'est sûr, clair ouais. que ça peut, même si euh, on va dire que si on travaille sur son compte et qu'on n'a qu'un seul compte, les actions en soi peuvent être très rapidement prises et des fois on n'a même pas d'action à faire pendant la semaine, mais juste en fait, ça peut prendre du temps en fait de se rassurer sur sa stratégie, de savoir ce qu'on fait est la bonne chose, ou en tout cas est une chose qui peut aller dans un sens et à savoir à quel moment changer. C'est que ça peut prendre quand même du temps pour en fait se rassurer sur ce qu'on fait. Donc je dis D'accord. souvent que nous chez nous globalement on a des gens qui Jean les ads ne font à peu près que ça parce que ça demande un petit peu quand même de prendre du temps d'aller s'intéresser à l'écosystème Amazon Ads, de voir les Ouais. nouveautés, de se renseigner un petit peu sur ce que les erreurs peut-être les erreurs que d'autres ont pu faire. Et aussi une différence c'est un peu pareil avec ça fait lien avec la partie algorithme organique, c'est qu'Amazon par contre ne publie pas, je crois, à ma connaissance, d'informations officielles sur comment est créé l'algorithme. Donc en fait, tout l'apprentissage est vraiment fait par du test and learn et du retour d'expérience Ok. d'autres personnes dans l'écosystème et beaucoup du coup d'Américains qui sont du coup très disons dans le partage de leur savoir. Je trouve un peu plus que les Européens. Donc Ok. voilà, juste d'aller éplucher, on va dire, les posts LinkedIn des comptes ads aux US, c'est une bonne manière aussi d'aller de monter en compétence, quoi. De monter en compétences. Et du coup, c'est une belle question que j'allais te poser. C'est enfin, quelles sont pardon, les ressources que tu conseilles pour monter en compétences sur Amazon? Parce qu'il y a des blogs, podcasts, profils LinkedIn, chaîne YouTube pour apprendre à ce métier et surtout, comme tu dis, vraiment monter en compétences. C'est pas le tout d'apprendre à créer une campagne. Après, il faut encore voilà, scaler, optimiser. Alors je dirais YouTube à éviter en fait. D'abord, il y a, j'expliquerai pourquoi, mais ouais, il y a bon Amazon a une espèce de plateforme Amazon University Ouais, où il y a des vidéos et des choses, donc ça c'est une bonne manière pour commencer. Moi je trouve qu'il y a justement sur LinkedIn, aller identifier les thought leaders, qui partent sur LinkedIn, c'est souvent des gérants ou des mecs qui gèrent des comptes ads aux US. Eux sont souvent de beaux conseils. Il y en a certains qui ont des formations. Voilà. Et après, YouTube, en fait, c'est pas parce que c'est YouTube, c'est parce qu'en fait, il y a un autre écosystème plutôt, disons, pas traditionnel, mais initial sur Amazon, qui sont en fait les private labels, qui sont en fait tous ces gens qui en fait identifiaient des opportunités de ranking sur Amazon et qui allaient en fait fabriquer, copier-coller des produits en Chine, qui les faisaient rapatrier et qui les vendaient sur Amazon pour essayer de faire des coups en se disant, OK, si je me rank entre la position 2 et 10, je sais que je peux gagner tant. Et en fait, ils ont des stratégies hyper agressives qui sont pas vraiment dans la construction de business, dans la construction de marque, en tout cas initialement, et qui essayent en fait de faire des coups. Et tu as beaucoup en fait de contenus sur YouTube qui sont plutôt axés sur ce genre disons, stratégie. d'offres ou ce genre de stratégie où c'est un peu, tu sais, deviens millionnaire en 6 mois avec Amazon FBA, Ouais, qui est ok. voilà. Donc, mais il y a quand même un écosystème et certains ont réussi. Hein, j'ai été formé avec ce type de contenu, mais il faut quand même savoir différencier le bon du moins bon et surtout ce qui va marcher pour soi et surtout si on travaille pour un business ou que nous on a construit un business qui a quand même des enjeux économiques ou des choses tu peux pas te permettre d'aller faire d'appliquer forcément toutes les stratégies que tu peux avoir sur YouTube et certaines en plus ne répondent pas disons aux réglementations Amazon, donc on peut se faire supprimer son compte. Donc YouTube à prendre avec des pincettes, mais bon il y a aussi de très bons conseils néanmoins. Ok, ok, ok. Ben, écoute, si tu as des chaînes, enfin, pardon, pas des chaînes, justement, des comptes LinkedIn ou des blogs à recommander, n'hésite pas. Mais je présume Ouais, que bon, je dirais, il y a une des plus connues, c'est Better AMS maintenant. Ils ont changé de nom là récemment, et c'est une américaine. Euh, euh,
j'ai oublié son qui s'appelle Destiny, un nom un peu Wishon, je crois, qui parle beaucoup et qui fait des casts, des webcasts ou des petites confs en ligne, des webinaires, pardon, je cherchais le mot, sur Amazon Ads. Donc voilà, il y a pas mal de, elle est toujours de très bons conseils. Et en fait, il n'en suffit pas d'en avoir 10. Hein. Des fois, il y a aller suivre 2-3 personnes, ça suffit avec Amazon Ads University et on est bon, quoi. Ok. Moi, j'ai l'impression que Better AMS, c'est Destiny Wishon, un truc comme ça. C'est ça, On peut c'est faire la ça. recherche. Ok. Exactement. Ok. Voilà. Bon, ça Bon, va. il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres aussi, hein, mais voilà, c'est. Après, il faut savoir qu'aussi c'est des. Pareil, si on est dans un écosystème européen, on n'en a pas trop parlé. Mais tout ce que je dis, en fait, c'est évidemment sur la France, mais en fait, il faut dupliquer tout ça sur les autres pays, parce qu'évidemment, en Europe, il y a 5 marketplaces. Il y a 5 pays différents, c'est 5 marketplaces différentes. Donc, en fait, ce qu'on fait pour la France, il faut le faire pour l'Espagne, en espagnol, en Ouais. Allemagne, en allemand. Voilà, il faut pas non plus toujours tout dupliquer bêtement ce qu'on fait. Mais bon, globalement, dans les grandes lignes, on est sur les mêmes concepts. Même concept. Ok. Une fois que tu as les campagnes en place, comment tu améliores la perf de tes campagnes? Déjà, c'est quoi les indicateurs clés de performance que tu vas utiliser pour analyser les perfs? Et puis après, c'est quoi les leviers que tu peux actionner? Parce que je trouve que Amazon, de ce que tu me dis là, je trouve que l'aspect créatif a l'air moins important que sur Meta. Alors, bien sûr, il y a des créas pour les sponsor brands, mais pour la partie produit, en fait, c'est la fiche produit Ouais. que tu mets en avant. Je suis curieux de savoir un peu les leviers pour optimiser. Et d'abord, avant d'optimiser, qu'est-ce que tu analyses dans tes résultats? Bien sûr, tout d'abord, c'est toujours se remémorer sa stratégie, parce que franchement, des fois, on a tendance à l'oublier, et surtout après plusieurs mois, c'est toujours pas mal de se dire, ok, qu'est-ce que je voulais faire à la base. Donc, c'est toujours important et de bien s'assurer qu'on maîtrise bien sa structure de coût. Je dirais qu'après, en termes de KPI, on va retrouver le classique. On a le ROAS. Alors sur Amazon, traditionnellement, ils appellent ça l'ACOS. En fait, c'est l'inversé, c'est en pourcentage. Ouais, je vois. D'ailleurs, je trouve que l'ACOS a une fonctionnalité peut-être plus transparente, parce qu'en fait on voit bien le coût. En fait, c'est advertising cost of sales. Donc en fait, ça représente plus directement en fait le coût de l'ads par rapport à la vente, alors qu'en fait le ROS c'est un peu le multiple. Oui. Donc ça peut faire un peu sexy, ouais, tu fais x3, x4, x5. Donc en fait la cost t'es à 25%. Ouais. C'est pas mal, mais ça coûte quand même 25%. Donc 25% voilà. je sais que c'est moins sexy, c'est 25% de ton prix de vente, c'est déjà Voilà, pas c'est rien. ça. Donc voilà, donc il y a la COS, après il y a le TACOS, intéressant. Donc TACOS c'est vraiment le ROS par rapport à ouais, le TACOS, ouais. C'est pas un compte mexicain. Donc tu veux répéter? Donc Le TACOS en fait c'est comme ACOS, donc c'est ACOS, ouais, Advertising Cost of Sales. Donc là c'est ton coût d'advertising par rapport à tes ventes ads, donc les ventes ouais. qui viennent générer par tes ads. Et après, il y a le TACO, c'est le Total Advertising Cost of Sales, qui est en fait ton coût d'ads par rapport à toutes tes ventes, organiques et payantes combinées. Ah, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Et ça, c'est une métrique qui te donne. Ok. C'est une truc ouais, alors, je sais pas si tu la donnes, mais en gros, tu peux la calculer facilement, évidemment, parce que tu connais tes Ouais. ventes totales et tu as ton coût d'advertising. D'accord. Et Ok. c'est une métrique importante aussi à suivre. Hein, et après, évidemment, tu as impression, clic, CPC, que tu peux faire remonter en fonction de ce que tu veux faire. Je dirais que, bon, évidemment, bien faire remonter son coût d'ads de manière générale, et aussi peut-être segmenter en fonction dans son funnel, comme je disais tout à l'heure, en partie visibilité et puis peut-être plus partie conversion. Mais je dirais que un élément important à faire, c'est quand même d'aller régulièrement sortir son Sponsored Product Search Term Report. Donc en fait, en français, ce serait le rapport des termes de recherche. Et ça, en fait, avant même d'aller regarder les métriques de rentabilité, c'est vraiment d'aller presque, disons, ligne par ligne, quand même aller jeter un œil sur les mots-clés, les termes de recherche qui remontent, et surtout le rapport entre toi, ce que tu as ciblé, et ce que les gens ont cherché, parce qu'en fait, le rapport te le donne, et donc ça te permet de voir, ok, les gens, ils ont cherché ça a généré une pub parce que j'ai ciblé ça, mais est-ce que je peux pas être plus précis et avoir une enchère moins chère la prochaine fois. Donc et surtout, ça permet aussi d'avoir une bonne idée sur ce que les gens recherchent, hein, et c'est ce qui déclenche des ads et des ventes. Donc avant toute chose, c'est vraiment bien étudier son rapport de termes de recherche. Et après, une fois on va dire qu'on a peut-être supprimé et réduit les dépenses superflues de mots-clés qui convertissent pas, par exemple, Ok. jamais.
on peut après aller peut-être dans le détail aller calculer voilà son CPA plus long terme, aller regarder les CPC et après peut-être bouger des mots-clés. Mais voilà, je dirais que dans les premières étapes, c'est voilà, bien voir un peu ce qui est cherché, pourquoi les pubs ont apparu, ce qui a déclenché des ventes et ce qui n'a pas déclenché de ventes. D'accord. La partie qualitative, moi je suis plutôt pour d'abord quand même regarder qualitativement avant de tirer des conclusions juste sur des métriques purement de rentabilité. Et J'ai après, compris. Et après, tu commences à optimiser. Mais voilà, voilà. d'abord partie qualitative, éliminer Voilà. les mots-clés qui rapportent pas, et puis après, tout doucement optimiser les campagnes qui marchent bien et je présume Voilà. augmenter les budgets si on est dans les objectifs de ACOS ou de CPA. Et aussi, pour faire écho à ce qu'on disait au tout début de notre call, c'est, on va dire, je disais théoriquement, on utilise les ads pour monter en organique, et puis après, théoriquement, on peut se désengager pour faire travailler l'organique. Bon, ça c'est vrai peut-être dans certains cas aujourd'hui, hein, sur des produits hyper saisonniers ou sur certaines stratégies, mais on va dire qu'effectivement, globalement, c'est de moins en moins vrai parce que Amazon est devenu tellement une plateforme, en fait, c'est une marketplace, mais ça devient aussi une plateforme média ouais, on peut pas trop se désengager non plus. Hein. C'est quand même fait Ouais. pour que tu continues d'alimenter. Voilà, on est quand même sur les mêmes concepts Ouais, je vois. Amazon. C'est dans l'intérêt d'Amazon effectivement que tu continues les ads, mais on va dire que on peut quand même stratégiquement je sais pas, par exemple, tu vends des produits hyper qui sont vendus peut-être sur un mois. Effectivement, tu as peut-être intérêt. Enfin, tu peux aller, disons, utiliser ads pour te ranker en numéro un. Et après, en fait, peut-être pendant le mois où tu es en numéro un, bah, soit tu es en défensif, mais tu peux, on va dire, te désengager un peu des ads pour en fait, rafler un peu la mise En de manière organique. la plus possible en organique. Mais bon, on va Ouais, dire que c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Je un choix comprends. à faire et on va dire que c'est un choix qui est de plus en plus, disons, on va dire facile à faire parce qu'en gros tu le fais pas. Mais on va dire que théoriquement c'était juste pour expliquer la partie Je vois. algorithmique de l'organique. Ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, je vois. Mais je pense que si tu fais ce choix-là, en fait, tu sacrifies un peu le volume pour la rentabilité. Exactement. Ok. Exactement. Bon, c'était très clair. Merci beaucoup en tout cas. J'avais une dernière question, c'est jusqu'où on peut monter sur Amazon en termes de budget? Est-ce que c'est aussi scalable qu'une plateforme comme Meta? Est-ce que tu peux arriver à des budgets à 100 000 euros par mois si tu commences à Ouais. bien faire ton travail ou vraiment tu as déjà vu Oui, oui, ça? tout à fait. Il n'y a pas il y a pas vraiment de limite. Pas de Hein, limite, ouais. surtout qu'il y a une stat là qui est sortie récemment. Il y a enfin, alors c'est plutôt côté vendeur, mais ça montre quand même qu'il y a une augmentation quand même disons de notoriété de la plateforme. Il y a de plus en plus de vendeurs. Je crois qu'il y a sur l'année dernière, je crois qu'il y a 2000 vendeurs par jour qui se sont rajoutés sur la plateforme. Donc, de toute façon, ça fait monter les prix, mais ça montre qu'il y a quand même une scalabilité assez illimitée. La seule chose, c'est que donc ça, c'est clairement le cas aux US parce qu'on a un pays avec une seule plateforme en une seule langue. On va dire que, Amazon.com, ouais. voilà, en Europe, la scalabilité va être plus mesurée et plus difficile parce qu'on a 5 marketplaces avec 5 moteurs de recherche différents. Donc on peut être positionné, enfin on peut très bien marcher sur un pays et pas marcher sur un autre. Donc voilà, à l'échelle d'un pays, c'est sûr que les niveaux de scale qu'on peut voir en France sont évidemment bien inférieurs peut-être à ce qu'on peut voir en UK, en Allemagne. Mais bon, on va dire que ça continue de grossir. On a, il y a des bons niveaux quand même en Allemagne et en UK, mais voilà, en France, en fonction des catégories, il y a encore certaines limites, mais voilà, il n'y a pas de, disons, Oui, euh, tout est mais ça peut, ouais, tout est ça peut aller possible. vite, quoi. Ok, d'accord. Ok, je pense que c'est une bonne conclusion pour le podcast. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu voulais rajouter qu'on n'a pas évoqué dans cet épisode sur vraiment les basiques ou les essentiels d'Amazon Ads pour ceux qui démarrent? Non, non, je pense on a tout couvert. Écoute, là, j'ai rien qui me vient en tête de plus. Je pense que c'est une bonne base pour quiconque est intéressé à l'écosystème, à se lancer sur Amazon ou à grossir en ads. Après, il y a effectivement pas mal d'autres subtilités, des nuances hein, qui seront difficiles à tout expliquer en quelques minutes. Mais non, non, globalement, voilà, je pense on a tout couvert. Merci beaucoup. Super, c'est très clair. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bosser avec toi ou échanger? Alors nous, on a une agence qui s'appelle WOW, W-O-W. On a notre siège à Barcelone.
Cool. Voilà, parce que j'ai vécu à Barcelone et mon associé est français mais habite aussi à Barcelone. Et voilà, on a aussi, disons qu'on fait partie d'un groupe de petites agences, enfin un groupe avec d'autres agences axées sur la transformation digitale entre Paris, Genève et Madrid. Et voilà, et donc on sert des clients évidemment français parce qu'on est tous quand même français, mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Espagne. Donc voilà, donc la moindre question que tu n'hésites pas ou quiconque n'hésite pas à me contacter. J'imagine que tu mettras mes infos LinkedIn ou email Ouais, dans on les peut mettre publications. ce que tu veux en fait. Si tu veux qu'on mette ton adresse email ou qu'on mette ton profil LinkedIn, on peut le faire. Ouais, bah, l'un ou l'autre ou les deux. Ouais. D'accord. Bon, bah, on va mettre le profil LinkedIn, c'est souvent accessible. Donc, Voilà, Thomas Sagnier. Thomas Sanier, très simple à trouver, comme Thibaut Voilà, exactement. qui était passé l'année dernière sur l'email marketing. Bah, un grand merci Thomas, un grand merci, c'était un plaisir. Je te retiens pas plus longtemps et je te dis à très bientôt. Ouais, ça marche. Merci. Ciao. Salut, salut. La première chose à pas faire, c'est de dupliquer son contenu e-commerce vers Amazon. Aujourd'hui, globalement, un client qui arrive sur une page produit d'un site e-commerce, souvent, il connaît le produit. Il l'a vu sur Instagram, il l'a vu sur TikTok, il s'est renseigné, peut-être les pages un peu de fonctionnalité du produit, mais en gros, s'il est sur la page produit, c'est que quelque part, il est peut-être presque prêt à acheter, quoi. Sur Amazon, on va avoir plutôt tendance à avoir des clients potentiels qui ne connaissent pas le produit. Et donc, en fait, il faut les convertir avec les 6 vignettes qui sont juste à gauche et en plus sur mobile. Donc, souvent, sur mobile, on voit pas trop le titre. On n'a que les vignettes. Donc, ça demande, en fait, de rajouter peut-être de l'information, des infographies, des choses sur les vignettes qu'on ferait pas forcément sur son e-com parce qu'en fait on a fait l'éducation en amont.